l'environnement, donc il y a quelques images ici et précédemment il y en avait aussi, sont totalement paramétrables. Alors ça, du point de vue de la recherche, ça nous intéresse beaucoup parce que, par exemple, on va pouvoir amener les personnes à se déplacer uniquement dans des espaces où il y a des points de repère distants, ou uniquement dans des espaces où on a des points de repère le long du chemin qui sont placés aux intersections, ou uniquement dans des espaces où les points de repère sont placés à les 50 mètres avant l'intersection. Donc en fait, on contrôle très très bien tous les paramètres de la situation. Et dans une démarche de recherche fondamentale, c'est extrêmement intéressant. L'évaluation se fait à la maison ou dans l'établissement. Ça, c'est un deuxième élément qui est intéressant s'agissant de la technologie des environnements virtuels. C'est qu'en réalité, alors on fait des recherches en environnement réel aussi. Exemple de recherche en environnement réel, on fait une boucle de 2 km, on demande à la personne, bon, bah maintenant c'est à ton tour. Tu fais le même chemin et tu me montres les points de repère que tu utilises. Bon, vous le faites une fois, la boucle, la personne fait une fois la boucle pour vous montrer le chemin, ça fait 4 km. Après, ça devient difficile de lui dire, allez, on recommence pour vérifier si c'était bien les mêmes points de repère. Et donc, en fait, ici, les environnements virtuels vont permettre de multiplier les essais. Il y a bien une fatigabilité qui joue aussi, mais on va multiplier, elle n'est pas physique en tout cas, on multiplie les essais et puis en fait le lieu d'examen se transpose à la maison ou dans l'établissement spécialisé. C'est un des intérêts qui est souligné dans les recherches américaines en disant il y a une gain de temps, et y compris d'ailleurs au niveau de la gestion du personnel, ils vont jusque-là compter la gestion du personnel, ils disent mais tout compte fait, en fait ça fait gagner du temps. Ce qui nous a beaucoup intéressé dans cette affaire aussi, c'est qu'en fait la personne ici est autonome et qu'elle peut apprendre le loisir, entre guillemets, de se perdre à volonté. En définitive, il n'y a pas de risque. Et donc elle est active et puis, tout compte fait, elle peut faire des erreurs et se corriger. Or, du point de vue de la psychologie du développement, on a beaucoup étudié la façon dont les enfants progressivement apprennent à se déplacer seuls. On voit que les enfants sont de plus efficients dans leur déplacement, qu'ils choisissent des points de repère qui sont de plus en plus judicieux, sans qu'on leur apprenne explicitement. Mais on pense aussi assez fortement que, c'est même pas qu'on pense, c'est qu'on sait que la dimension activité de l'individu, c'est-à-dire la possibilité d'essayer, de se tromper, de se corriger, c'est une dimension extrêmement importante du point de vue du développement des compétences spatiales. Et donc l'intérêt des environnements virtuels ici aussi, c'est de permettre en fait aux personnes de se tromper, de se perdre, de se rectifier, enfin, de corriger les erreurs. Voilà. Alors, sachant que j'avais très peu de temps, je vous renvoie en fait à ce site qui correspond aux recherches que nous effectuons, dans lequel elles sont plus détaillées que cet exposé, avec en fait différents espaces. Il y a un espace recherche qui en fait est le moins développé dans l'affaire. Ce qui a pu être développé, c'est l'espace parent et l'espace accessible, c'est-à-dire qu'il y a des informations qui sont plus accessibles que celles que je suis en train de donner sur ce fameux site. Quelques résultats généraux des recherches qui sont menées. En fait, on s'est intéressé à 3 niveaux de connaissance. La connaissance des points de repère, c'est le tout début, c'est l'élément fondamental du déplacement. Quand vous vous déplacez, vous choisissez des points de repère. Donc on s'est intéressé à la connaissance des points de repère. On a étudié très en détail aussi l'apprentissage des itinéraires. Comment est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on peut apprendre un itinéraire ? Et enfin, on s'est intéressé à un 3e niveau de connaissance qui est l'apprentissage de la configuration, ou la connaissance de la configuration, qui correspond à ce qu'on appelle la carte cognitive. La carte cognitive, c'est quand vous êtes dans une ville que vous connaissez bien, en fait, vous êtes capable de pointer en direction d'éléments que vous ne voyez pas. Vous avez une représentation globale de la configuration. Et cette carte cognitive est intéressante parce qu'elle permet un déplacement flexible, c'est-à-dire que les personnes qui ont cette représentation, en fait, vont facilement trouver des raccourcis, faire des détours, et qu'en définitive, on va s'apercevoir que c'est un des maillons faibles dans le cas de la déficience intellectuelle. Alors, pour aller très vite,
S'agissant des points de repère, en fait, on s'est rendu compte que les personnes, toutes étiologies confondues, et c'est intéressant parce qu'on a trouvé ça à la fois en environnement virtuel et en environnement réel, ce qui montre bien que la technologie des environnements virtuels est valide. Et on s'est rendu compte qu'en règle générale, les personnes savent où choisir les points de repère, c'est-à-dire qu'elles vont les prendre beaucoup aux intersections, là où naturellement les enfants vont progressivement choisir les points de repère. Un enfant de 6 ans, il prend un point de repère un peu n'importe où, et un enfant de 12 ans prend un point de repère aux intersections. Et donc là, dans la déficience intellectuelle, en fait, on s'aperçoit que les personnes ont appris ceci aussi implicitement, de façon tout à fait implicite. Par contre, il y a peut-être une petite chose à laquelle il faut veiller, c'est qu'ils ne savent pas nécessairement quoi choisir. C'est-à-dire que quoi choisir, vous savez tous, et on a tous fait l'expérience malheureuse, qu'un point de repère mobile, c'est pas un bon point de repère. Quand vous allez faire vos courses et que vous vous garez à côté d'une belle voiture rouge et que vous comptez sur la voiture rouge pour retrouver votre propre voiture, en définitive, vous prenez un risque certain. Et donc là, on s'est aperçu que du point de vue du choix des points de repère, c'était pas toujours judicieux. Donc s'il y a quelque chose à travailler, c'est ça, c'est choisir des points de repère qu'on voit bien tout le temps et des points de repère qui sont permanents, qui ne sont pas mobiles. Ou pas de points de repère multiples, c'est-à-dire des éléments qu'on va retrouver à différents endroits de la ville. Le mobilier urbain, par exemple, c'est pas un bon point de repère. Du point de vue de l'apprentissage d'itinéraire, on s'est rendu compte, ou on s'est aperçu que l'apprentissage d'itinéraire était plus long, mais qu'il était possible dans la plus grande majorité des cas. Et donc on a testé ça sur différentes populations. C'est bête, mais il est toujours favorisé par la verbalisation. Et qui dit verbalisation, c'est pas de dire des phrases très complexes, attention, on passe à droite du machin et au-dessus du bazar, etc. C'est simplement passer et de désigner le point de repère et dire, voilà, ça c'est, on passe à côté de ça, point. Et en fait, ça facilite l'apprentissage chez l'enfant typique ou développement typique, comme chez l'enfant avec une déficience intellectuelle. S'agissant de la configuration, je fais vite. S'agissant de la connaissance de la configuration, en fait, on s'est aperçu qu'elle était très difficile. Là, pour le coup, c'est une réelle difficulté. C'est une spécificité de la trisomie 21 qu'on n'a pas retrouvée dans d'autres étiologies. En fait, les personnes avec une trisomie 21 qui sont confrontées à des situations où on leur demande de découvrir des nouveaux itinéraires ou de prendre des raccourcis, en fait, sont très adaptées parce qu'elles recomposent elles reprennent les itinéraires connus. C'est-à-dire qu'elles évitent de se perdre dans l'environnement et elles vont avoir tendance à suivre un itinéraire connu pour aller d'un point A vers un point B. Je n'ai pas le temps de faire trop la démonstration ici, mais c'est une particularité qui nous a surpris et qu'on n'avait absolument pas anticipé. Il y a de très très grandes variabilités entre les personnes. C'est vrai si on se prenait nous ici entre nous, on est très différents de ce point de vue-là, mais dans les personnes déficientes intellectuelles, il y a une très forte variabilité. On a fait beaucoup d'analyses qualitatives pour voir la façon dont les individus se déplaçaient. Et en fait, on voit très bien, les environnements virtuels présentent un intérêt dans le sens où on va bien identifier, parmi les personnes avec une déficience intellectuelle, celles qui apprennent un parcours, certaines n'apprennent pas, même avec la répétition des essais, et celles qui se représentent à configuration, elles peuvent être rares, mais certaines personnes se débrouillent très bien pour trouver un raccourci, et celles qui ne se représentent pas à la configuration. Donc on a des typologies, c'est grossier ici, différentes, mais derrière ces typologies, on peut imaginer des systèmes de compensation ou des systèmes d'aide plus ou moins différents. Voilà. Alors merci Yannick. Moi comme ça, le temps qu'il y ait des questions qui se dessinent dans la salle, et puis puisqu'on a vraiment eu des intervenants qui ont bien tenu les temps, on a un quart d'heure pour discuter entre nous, un quart d'heure pour les... Comment ? Oui, mais je crois qu'il va y avoir une salle une question dans la salle. Je ne sais pas quelle est la personne... Oui, bon, vous prenez la parole après, pendant la discussion avec tout le monde. Alors, moi je voulais tout de suite poser une question à Yannick comme ça, mais en tant que psychologue et puis intéressé par ce
qu'il venait de dire là, que je ne connaissais pas bien. Je voulais savoir si t'as pointé le fait qu'il y avait des capacités différentes des personnes avec trisomie 21, aussi bien sur la possibilité ou non de maîtriser des configurations ou d'apprendre des itinéraires, mais est-ce que tu as pu mettre ça en relation avec un comportement différent de ces personnes dans la réalité, à savoir, est-ce que celles qui maîtrisent mieux les configurations ou apprennent plus les itinéraires que d'autres avaient plus de déplacements autonomes dans la vie quotidienne? Alors effectivement, c'est un contrôle qu'on vérifie. Bon, il y a une corrélation, mais ce qu'on essaie on essaie d'aller au-delà et d'essayer de comprendre les mécanismes qui sont sous-jacents. Et donc on va aller voir, par exemple, du côté de tout ce qui est mémorisation ou fonction exécutive ou des choses comme ça. Et donc s'agissant de la trisomie 21, il y a un élément qu'on trouve assez régulièrement. En fait, on utilise la méthodologie des trajectoires développementales et on s'aperçoit qu'après 12 ans, il y a assez peu d'évolution en fait des compétences de façon assez générale, y compris sur l'apprentissage d'itinéraire. Donc, on a l'impression que c'est quelque chose qui atteint assez vite l'asymptote. Assez vite, on a atteint le niveau maximal. Et alors, il y a une deuxième variable qui joue, c'est la variable niveau d'efficience intellectuelle. Et là, en fait, il y a plusieurs possibilités. Soit on a une sorte de retard, c'est-à-dire que comparativement aux enfants typiques, on est toujours à la même distance, hein, c'est-à-dire que le retard est constant. Mais là, en fait, le niveau d'efficience intellectuelle joue de façon beaucoup plus importante. C'est-à-dire que les personnes avec le niveau d'efficience intellectuelle le plus élevé sont proches des enfants typiques, alors que celles qui ont un niveau d'efficience intellectuelle plus faible, en fait, s'en éloignent assez nettement. C'est une des parts de la variation interindividuelle. Merci. Alors, tout à l'heure, dans sa présentation, Marie-Christine a utilisé un terme que je m'étais bien chargé de ne pas utiliser, le terme d'inclusion. Alors, je voudrais simplement, en introduction de cette discussion, revenir un petit peu sur ce qu'a dit hier Charles Gardou, où il a lui aussi dénoncé ce terme d'inclusion en disant que qu'est-ce que ça veut dire ce terme d'inclusion. Alors j'ai vu que dans la salle il y en a plusieurs qui sont de ma génération. Alors vous allez peut-être penser comme moi, mais en tous les cas dans les années 68-70, une inclusion, si vous vous souvenez bien, c'était une fleur, un papillon, un hippocampe dans un bloc de résine qu'on s'accrochait autour du cou, ou bien qu'on mettait en presse-papier. La caractéristique de l'inclusion, c'était qu'il n'y avait absolument aucun échange entre l'intérieur et le contenant. Alors, passer de l'intégration dans lequel on prévoit des échanges au terme d'inclusion dans lequel, manifestement, il ne peut pas y en avoir, en tous les cas dans ce sens du terme, on voit pas bien quel est l'avantage jusqu'à présent. Alors, j'ai regardé quand même dans le dictionnaire ce terme d'inclusion, et ça va encore plus loin que ça. Puisque si on prend une inclusion en minéralogie, par exemple, c'est quelque chose qui est étranger dans une pierre. Si on prend une inclusion en biologie, c'est quelque chose qui est dans la cellule et qui ne devrait pas y être. Bon, quel est l'avantage? Alors, on se dit, inclusion, c'est on inclut, c'est l'action d'inclure. Oui, mais si le milieu n'est pas inclusif, vous pouvez toujours y aller, ça ne rentrera pas. Donc, je dirais, le terme d'inclusion, en fait, dans le sens qu'on souhaite, c'est au sens mathématique du terme. C'est l'inclusion, vous savez, alors pour ceux qui ont fait des mathématiques modernes, c'était après les résines et l'hippocampe figé dedans. Pour ceux qui ont fait les mathématiques modernes, on nous a donné un ensemble. Vous comprenez, moi quand j'étais petite, on me disait les patates, ça additionne avec les pommes de terre, les carottes avec les carottes, ça se met pas ensemble. Et tout d'un coup, dans les mathématiques modernes, on nous a dit dans un ensemble, il peut y avoir des choses différentes. Pomme de terre, une carotte, un chou, ça fait un pot-au-feu. Bon. Et j'ai dit, effectivement. Alors, l'inclusion, c'est dans ce sens-là. L'inclusion, c'est la reconnaissance que nous tous ici, nous sommes différents et que la société, elle va se constituer
en fonction de toutes ces différences-là. L'école inclusive, c'est l'école qui n'est pas l'école normative, c'est pas l'école qui est construite pour les enfants de 6 ans qui grandissent comme des enfants de 6 ans, qui sont capables d'apprendre comme des enfants de 6 ans, mais c'est l'école qui, pour l'enfant moyen de 6 ans, mais c'est l'école qui va considérer que tous les enfants ont leur place et qui va se construire un projet permettant de répondre aux besoins de tous ces enfants-là. Alors, c'est pour ça que j'utilise beaucoup plus, et tout à fait volontairement, le terme de société inclusive, d'école inclusive, plus que le terme d'inclusion. Parce que aujourd'hui, on parle d'inclusion, mais il faudrait bien voir que ça renvoie à cette école inclusive. Alors, c'est peut-être là où les personnes avec une déficience nous ouvrent le chemin. Si on prend aujourd'hui les textes de l'UNESCO, on peut penser que l'école inclusive, ce sera l'école de demain. Et je crois que ce que vous avez présenté, les uns et les autres, nous amène vers cette école inclusive qui est, comme disait Charles Gardou hier, qui est peut-être l'école de demain ou d'après-demain. Mais en tous les cas, je crois que c'est toute cette réflexion qu'on mène autour de la scolarité des enfants en situation de handicap ou des enfants en difficulté d'apprentissage, qui nous emmène à penser des pédagogies nouvelles, des façons de faire l'école autrement, différemment, et qui permettront à tous les enfants d'y trouver leur place et d'y grandir. Alors, je crois que c'est quelque chose de tout à fait important, et on a parlé de la transversalité des choses. Je crois que c'est pareil. On s'est trop focalisé sur qu'est-ce qu'il faut pour l'enfant, déficient comme ci, déficient comme ça, etc. Alors qu'on se rend compte dans la réalité du terrain que quand on fait des progrès dans l'accessibilité pédagogique, comme vous disiez, c'est un progrès qui va pour tous les enfants. Alors, moi je dirais c'est sur les traces de cette école de demain, de cette école inclusive qu'il faut vraiment qu'on continue à aller. Alors, Marie-Christine, tu parlais tout à l'heure des textes en cours, de tout ce qui se fait aujourd'hui. Je crois que c'est important peut-être de préciser qu'effectivement, on va dans la bonne direction. Oui, je disais tout à l'heure, on a remanié par exemple le texte sur le projet personnalisé de scolarisation qui, en 2006, était tout juste, tout frais sorti de la loi de 2005, qui campait un décor mais qui n'était pas très précis. Le texte qui est sorti là au mois de février donne à la fois ce concept de projet personnalisé de scolarisation et en même temps nous indique quel doit être le contenu. On était sur un concept et là on a une feuille de route, ce qui est quand même beaucoup plus précis et surtout beaucoup plus précis pour vous les parents. C'est-à-dire que, alors il y a toujours cette partie administrative, etc., on n'y échappe pas, mais après on a une feuille une page qui parle bien des objectifs qu'on se donne, c'est-à-dire quel sens on donne aux choses, quelle priorité on peut se donner, c'est-à-dire cette première année d'école, qu'est-ce qu'on vise ? Et on se met d'accord ensemble sur ce qu'on va viser. Ensuite, on a toute une possibilité de liste d'aménagement et d'adaptation pédagogique. Je fais toujours bien la différence entre adaptation et aménagement. C'est-à-dire les aménagements, c'est des aménagements de rythme, c'est des aménagements par rapport à des lieux, c'est des aménagements par rapport à du matériel. Ensuite, on a bien des adaptations pédagogiques, c'est-à-dire ce que vous disiez tout à l'heure, la forme, le format de l'apprentissage et le contenu. Voilà, faites toujours bien la différence quand vous êtes avec des enseignants, les aménagements et les adaptations. On a le sentiment qu'on fait toujours un cocktail de tout ça et on ne sait plus très bien de quoi on parle. Il suffit par exemple dans une école, on dit à 3 ans il va venir que le matin, puis vous le gardez l'après-midi et hop, le tour est joué, on a fait un projet personnalisé de scolarisation. On a travaillé sur l'aménagement du temps. Maintenant le matin, qu'est-ce qu'on va y faire ? Quel objectif on se donne? Et tout ça, c'est prévu dans ce nouveau texte qui vient vraiment donner de l'épaisseur à ce concept qu'on avait. Donc moi, vraiment, encore une fois, et j'ai l'air d'insister, mais j'insiste vraiment, appropriez-vous ces textes-là, parce que si vous les connaissez, vous pourrez les faire vivre
Je vais être très méchante vis-à-vis de l'éducation nationale. Je ne sais pas s'il y a des gens de l'éducation nationale dans la salle. Enfin, moi, j'en suis une ex. L'éducation nationale, elle s'accommode à minima de ces textes-là. Appropriez-les-vous pour les faire vivre à maxima. Voilà, c'est ça que je peux dire. Après, il y a le texte du GEVASCO aussi, guide d'évaluation scolaire, qui vient nous donner aussi des pistes qui se travaillent avec vous, c'est-à-dire qui ne peut pas être écrit sans vous. Cette équipe de suivi de la scolarisation, c'est le mot suivi qui est important. Jusqu'à présent, j'ai l'habitude de dire, c'est une équipe de sanction scolaire, c'est-à-dire qu'on fait la sanction de tout ce que votre gamin ne sait pas faire, du coup on justifie qu'il sorte de l'école. Non, c'est bien une équipe de suivi de la scolarisation. Comment on suit les objectifs qu'on s'est donnés, comment on suit les priorités, comment on suit les progrès, comment on suit les aménagements et les adaptations qu'on a faites. Hein, quel corps on leur donne et comment on envisage la suite. Et puis bien sûr, toujours, comment on continue d'avancer avec cet auxiliaire de vie scolaire qui est là. Est-ce qu'il faut en mettre plus? Est-ce qu'il faut l'alléger? Est-ce qu'il faut lui donner d'autres missions, etc., etc. Là, c'est en ça que tous les textes sont hyper importants et encore une fois, vous devez les connaître. Merci. Alors, je vous remercie d'avoir été dans les temps. Ça va permettre une petite intervention supplémentaire concernant, je crois, une école qui ouvre à la rentrée prochaine. Voilà. Alors, je vous laisse la présenter. Voilà. Je me présente, je suis Anne Lachaise, chef d'établissement d'une petite école en Essonne. Et je viens ici pour vous proposer une école pour aujourd'hui. Parce que nous ouvrons dans notre établissement une classe CLIS de type 1 pour des enfants de 6 à 12 ans dans laquelle nous souhaitons scolariser en majorité et de façon privilégiée des enfants porteurs de trisomie. Alors pourquoi ? Parce que nous pratiquons dans notre école la pédagogie personnalisée et communautaire de Pierre Faure. Et cette pédagogie nous paraît tout à fait adaptée aux enfants porteurs de trisomie.